Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous allons analyser le discours du président de la République, François Hollande, qui s'est adressé donc à l'outre-mer. Avec nous sur le plateau du Focus, Paulin Brunet, ancien député de la Guyane. Bonsoir, bienvenue. Gérard Clairvaux de l'association Chimacan. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Focus Info. Cet après-midi, François Hollande, le président de la République, s'est adressé à l'outre-mer. Différents points ont été abordés, la lutte contre la vie chère, également son déplacement en Guyane, les attaques, notamment sur Christiane Taubira. On va y revenir, la lutte contre le chômage et le prix des carburants également. Il dit qu'il a bon espoir de trouver une solution à la fin du mois. Avant de rentrer dans certains détails, comment avez-vous trouvé dans l'ensemble le discours de François Hollande? Est-ce qu'on a appris des choses en fin de compte cet après-midi? Paulin Brunet. Ce n'était pas le but de la manœuvre. Le président de la République, sous une forme originale, parce que ce n'était pas un discours, c'était une interview. C'était une interview, on est d'accord. Sous une forme originale, c'est adressé aux originaires de l'outre-mer. Vous savez, quand on présente des vœux, on exprime des vœux, c'est-à-dire des vœux qui parfois sont pieux. Ce n'était pas l'occasion non plus de faire des grands effets d'annonce, parce qu'on sait très bien la situation dans laquelle se trouve la France, et c'est une situation qui ne permet pas à un président de la République responsable de se lancer dans des grandes promesses, mais de rentrer dans les vœux. Et donc vous n'attendiez pas à plus? Je ne m'attendais pas à plus de sa part, mais j'ai trouvé qu'il avait un discours assez tonique pour quelqu'un qui sort d'un certain nombre de tourmentes. Je trouve qu'il a bien pris le dessus. On va y revenir. Dans l'ensemble, Gérard Clairvaux, comment avez-vous trouvé le discours de François Hollande? Le discours de François Hollande est dans la logique d'un président de la République française. Après, nous, à Chimacan, ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir comment les intérêts de la Guyane peuvent être préservés, en tout cas aller dans le sens d'une amélioration des conditions de vie de notre population et du développement humain, qui ne peut pas passer sans développement, qui ne peut pas se faire sans développement économique. Et les réponses que nous ont données François Hollande ne correspondent pas aux attentes de la population guyanaise, ça j'en suis certain. Donc voilà déjà une opposition concernant le discours de François Hollande. Il a demandé à chacun des partis de mesurer les enjeux. Quand on parle du carburant, on n'avance pas plus que ça, notamment sur la loi Lurel. Bon espoir de trouver une solution à la fin du mois. Qu'en avez-vous pensé? Bon, je suis un peu surpris, parce que Total, c'est quand même 60% de capitaux qui proviennent de l'État. Donc, quelque part, c'est un problème que l'État doit régler avec lui-même. Après, il y a une négociation avec les distributeurs de carburant, donc ça, c'est autre chose. Mais quand l'un des grands dirigeants de Total dit qu'il est capable de faire un blocus sur les régions d'outre-mer, et notamment la Guyane, je trouve ça quand même un peu condescendant, sachant que, je le répète, que l'État a 60% des parts de Total. Voilà. Paulin Brunet, sur le carburant. Vieux serpent de mer. Je crois que sur l'essence, ça procède de la volonté du ministre des Dômes de pratiquer une politique de transparence. Qu'il soit bien clair, à travers ce problème, il ne s'agit pas de faire baisser le prix du carburant. Ce qu'il s'agit pour le gouvernement, c'est d'expliquer aux gens quelles sont les différentes données, qui gagnent quoi, et voir sur quel point on peut, le cas échéant, baisser. C'est ça le véritable problème. Maintenant, il y a un problème qu'il n'a pas soulevé et qui, pour moi, est majeur et récurrent. C'est quoi, sur la possibilité de se raffiner ailleurs? Non, on oublie que dans le prix du carburant, une grande partie de l'argent est versée pour des taxes. Et il n'y a pas seulement que Total qui se sucre. Il y a également les collectivités locales qui se sucrent énormément. Et sur ce plan-là, on n'a pas vu à aucun moment une collectivité dire « je suis d'accord pour faire un petit sacrifice des marges que je gagne », des marges qui deviennent de plus en plus importantes au volume, puisque le volume de carburant augmente chaque fois. Donc, c'est un problème qui a été soulevé, mais qui ne va rien changer, encore une fois,
dans le plein du consommateur. Sur la possibilité de se raffiner ailleurs, trop de perte de temps pour la mise en place, voyons ça pour plus tard. Vous êtes d'accord ? C'est dans la logique du président de la République française, puisque, vous le savez, nous sommes dans une sorte d'exclusive économique. Hein. Donc, mes propos ont été démontrés. Les normes européennes, pour vous, c'est un prétexte ? En fait, qu'il y ait des normes européennes, oui, mais justement, c'est quand même un dispositif qui permet de rester dans cette exclusive. Nous sommes dans une économie où on est considéré comme une périphérie. Et ce qu'on appelle la France hexagonale, ou certains disent la métropole, constitue le centre. Et donc, il s'agit de transition économique. Il faut vraiment qu'on aille vers une transition économique. Tant qu'on reste dans ce modèle économique, on aura tous les effets collatéraux du chômage, du contre-développement, de la précarisation de nos jeunes qui, pour 50% d'entre eux qui ont moins de 25 ans, ne trouvent pas d'emploi, de l'exode massif, 42% de nos diplômés sont en France hexagonale. Donc, il y a une liaison entre le développement humain et le modèle économique dans lequel nous sommes depuis bien des années, malheureusement, maintenant. Il faut aller se raffiner ailleurs. C'est une solution ou pas ? Ou vous dites la même chose ? Non, tout d'abord, son langage me plaît beaucoup, parce que ça me rappelle un petit peu mes belles années étudiantes, où j'avais également un langage qui était à peu près identique, sauf qui débouchait sur des perspectives statutaires beaucoup plus rapides. Mais malheureusement, ce langage qui est beau, est tout à l'honneur d'une jeunesse. Ne dites pas qu'il est utopique. Mais l'utopie fait partie de la jeunesse. Si on a une jeunesse qui n'est pas utopique, c'est pas la peine. C'est pas moi qui serai utopique. Il faut rêver. Donc, il faut rêver. Mais malheureusement, lorsqu'on rêve, il faut parfois être en face des réalités. La réalité, c'est quoi ? Ils viennent de le dire. Les sociétés qui nous ravitaillent sont des sociétés qui sont tenues, où l'État a une grande partie du capital, ce qui veut dire que l'État gagne de l'argent aussi. Il ne faut pas oublier que Total fait partie de l'un des plus gros contribuables de France. Bien. Donc, que Total, le président, menace de ne plus livrer parce que agacé par tel ou tel comportement, ce sont des effets de réunion. Mais l'essentiel pour moi demeure que si nous devons faire un effort sur le prix du carburant, cet effort doit être supporté aussi bien par les fournisseurs de carburant, mais aussi un petit effort local, parce que nous percevons quand même au niveau des taxes énormément sur le carburant. Donc il faut que l'effort soit aussi partagé. Sur le volet lutte contre la vie chère, la lutte contre la vie chère, c'est sa priorité, mais il n'a rien dit là-dessus. Alors vous me dites que ce sont des vœux. Certes, on n'a rien entendu, même lors de son déplacement. Très franchement, lutte contre la vie chère, vous qui êtes souvent venu sur le plateau de Focus pour en parler. Alors, toujours la même chose. Monsieur Brunet dit qu'on n'est pas dans la réalité, mais la puissance d'investissement... Mais il dit aussi que c'est bien de rêver. Oui, effectivement. Sinon, on serait encore sous les fers, si certains n'avaient pas rêvé. Donc, la réalité, c'est que la région a une puissance d'investissement maximale de 60 millions d'euros. D'accord ? Donc, on demande encore de baisser cette puissance d'investissement. Alors, comment faire ? Sachant qu'il y a 3000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi qui sont sûrs de ne pas avoir d'emploi. Donc, 4000 emplois à créer et on a 3000 jeunes. Chaque année, on peut leur dire, écoutez, les jeunes, vous n'aurez pas d'emploi. Donc, on revient toujours au même. Nous sommes dans une économie de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des produits qui sont fabriqués en Europe viennent. Effectivement, les entreprises qui les produisent sont taxées par l'État, donc l'État a quelque chose à gagner. Donc nous, on ne dit pas que l'État n'a pas à défendre ses intérêts, mais défendons les nôtres, au moins défendons les nôtres. Il faut qu'on soit dans notre logique, c'est-à-dire qu'on a un problème, on a un exode, on a la misère, on a le chômage qui s'installe progressivement dans notre pays, donc il faut défendre nos intérêts. Et pour ça, il faut changer de modèle économique. On ne parlera pas de transition énergétique, mais plutôt de transition économique, qui suppose que d'une économie de consommation et d'importation, il faut qu'on aille sûrement vers une économie de production. Parce que la production, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne le développement d'un secteur lié à la logistique, le transport, la distribution, la commercialisation et la recherche-développement. Et c'est pour ça qu'à Chimacan, on a
beaucoup soutenu le mouvement de l'université pour qu'on ait un outil de recherche-développement à la hauteur des enjeux économiques. L'université, on ne va même pas en parler là parce que c'est un autre débat. Et de cette transition économique qui est nécessaire à notre pays. Plus d'industrie en Guyane. Paulin Brunet. Je me permets de reprendre un petit peu, monsieur. C'est que lorsque les marchandises arrivent en Guyane, vous avez dit que ces marchandises sont taxées par l'État. Non. Les marchandises sont taxées par l'octroi de mer qui est reversé aux collectivités locales. C'est imposé. Les entreprises qui produisent sont imposées de l'autre côté. Non. Après, je n'ai pas parlé de taxation. Non, lorsque les produits arrivent en Guyane, c'est l'octroi de mer. C'est l'octroi de mer et c'est perçu par les collectivités qui peuvent agir ou non sur tel ou tel produit pour favoriser. Bien. Donc, nous avons une possibilité d'agir aussi au niveau économique qui est très importante. Et ce que je voudrais dire, d'ailleurs le président de la République l'a souligné, c'est que le président compte beaucoup sur l'action volontariste de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'État. On a une possibilité d'action. Alors concernant les créations d'emplois, la région n'a pas à créer forcément des emplois, sauf des emplois administratifs. En Outre-mer, je donne des chiffres quand même. 50% de moins de lutte contre le chômage, 50% de moins de 25 ans sans emploi. Tout à fait. Voilà. Mais les emplois, important. Oui, mais les emplois doivent être créés par les entreprises et le président a eu raison de parler du fameux pacte de compétitivité qu'il veut étendre au département d'Outre-mer et on compte bien sur les différentes parties en présence, à savoir le patronat et les syndicats, pour pouvoir faire en sorte que ce pacte de compétitivité permette la création d'emplois. C'est là qu'il y a véritablement participation un peu plus forte du gouvernement et mieux rémunérée. Vous êtes pour concernant les collectivités locales. Il s'agissait des emplois. Des emplois, je parle. Des emplois aidés oui. Au niveau des collectivités locales. D'avenir. Qui sont des emplois aidés. C'est-à-dire que l'État donne 75% et le gouvernement réfléchit à la façon de pouvoir pallier ces 25%. Vous dites ? Début de solution. C'est un pis-aller. Au lieu de laisser les uns et les autres sans emploi, autant que les collectivités créent une activité. Mais ce n'est pas du tout conforme au développement économique, comme le souhaitait d'ailleurs très justement M. Clairvaux. Gérard Clairvaux, sur les emplois. Non, d'accord. Comme pour le prix du carburant, tout ça, ce sont des solutions, mais vraiment à très court terme. Il faut qu'on arrive à voir plus loin dans ce pays, qu'on ait une vraie vision. On constate que maintenant, il y a une vision de ceux qui veulent rester dans un modèle économique du passé. Économique et politique, alors. Nous parlons d'économie, surtout. Vous savez très bien que l'économie ne va pas sans la Évidemment, politique. c'est lié. Bon, mais alors nous parlons pour vous, surtout... votre modèle politique, c'est quoi? Non, mais écoutez, dans le 73 comme dans le 74, on a largement, si on a la volonté et une politique économique, on peut vraiment favoriser... On va y revenir lors des débats autour de la collectivité. La production. Et on est pour une économie basée sur la production, parce qu'à partir de ça, on développe tous les secteurs. Et en plus, on récupère la valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'au niveau du parc, on dit non, nous on ne veut pas que on nous paye sur la matière première. On veut que cette matière première soit transformée en Guyane. Et c'est ça qui fait qu'on aura des transferts de technologie, de la formation pour nos jeunes et la valeur ajoutée qui permettra justement à la région, grâce à ces impositions, de pouvoir faire des investissements dans le secteur économique. Et ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que ce modèle où on sponsorise des emplois, parce que c'est ça là, le caractère de ces emplois d'avenir. D'accord, il y en a des jeunes qui en ont besoin, mais il faut passer à une échelle de vitesse beaucoup plus grande. Si vous voulez rebondir, Paulin Brunet, allez-y, sinon on passe à autre chose. Non, rebondir, pas forcément, mais il y a une chose dont je voulais absolument parler avant qu'on oublie, c'est, puisque nous sommes dans la logique du discours du président. Nous sommes d'accord. Le président de la République a été très clair sur un point qui m'a même surpris, parce qu'il a paru néolibéral. Lorsqu'on a parlé de l'investissement des Chinois dans une région du Pacifique, il a tout à fait approuvé en disant que, même en France, que ce soit Peugeot ou l'achat de tous les hôtels à Paris, ce sont des investissements qui viennent d'ailleurs. Et il approuve tout à fait les investissements venant de pays étrangers. Alors ça concerne particulièrement la Guyane, parce que nombreux Guyanais critiquent le fait que les Chinois achètent tout, que les Libanais, les Békés, les ceci, cela. Donc, François Hollande a bien précisé qu'il n'était pas opposé du tout aux investissements qui venaient d'ailleurs, parce que ça participe, ce qui revient à dire
que si les élus locaux, les Guyanais, veulent favoriser l'investissement de ceux qui n'ont pas les moyens matériels, il s'agit de trouver une solution parce que, effectivement, matériellement, beaucoup de gens n'ont pas la masse critique au niveau capitaliste pour pouvoir investir. Il y a donc une réflexion à avoir face au fait que maintenant, les portes sont ouvertes pour que les investissements étrangers puissent venir en France et par conséquent en Guyane. Et à ce sens, il s'est montré non protectionniste et néolibéral. Apparemment, vous avez aimé le discours de François Hollande. On va y revenir à la fin. Alors, Gérard Claveau, vous êtes contre ce que vient de dire Paul non, Bonnet. c'est très bien ce que vient de dire M. Bonnet. Pourquoi ? Parce que dans notre stratégie, quand on dit faisons venir l'industrie pharmaceutique en Guyane pour avoir cette valeur ajoutée, le président de Sanofi, M. Jean-François Dehec, nous dit non, la Guyane, c'est pas exploitable et tout, donc il faut prendre les feuilles, donner quelques centimes pour une tonne de feuilles et puis les transformer à Lyon Biopol. Donc, on en avait fait un débat sur Focus. L'État va encore encaisser les impôts. Non, ah ben d'accord, vous voulez pas ? Ben, très bien, M. Hollande est d'accord pour que les étrangers viennent en Guyane. Bon, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, eh ben, ils vont être invités à faire de la transformation de notre matière première en biodiversité, en produits pharmaceutiques. Et donc c'est très bien. Et d'ailleurs, on est quand même très étonné que par rapport à l'industrie pétrolifère, ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord. Que les investissements n'aient pas été ouverts à Petrobras, qui est un spécialiste des forages en haute mer, en eau profonde. Oui. Donc d'ailleurs, les Américains ont essayé de les espionner pour avoir leur savoir-faire. Nous sommes très étonnés que la Norvège n'ait pas été invitée, que des pays, la Russie, qui a l'habitude de forer en mer Arctique, n'ait pas été invitée, et que contrairement à ce qui se passe au Brésil, quand on fore, eh bien, il y a 5% de l'investissement qui va dans les caisses des collectivités territoriales. On est très étonné que tout ça n'a pas été fait en Guyane. Donc, si M. Hollande, aujourd'hui, nous dit qu'on peut avoir des investisseurs chinois, indiens, sud-africains, brésiliens, américains, peu importe, c'est très bien. Parce que nous, on va tout de suite le prendre au mot. Concernant le modèle de la biodiversité, le modèle économique de la biodiversité, on va tout simplement proposer à ceux qui sont capables de mettre en place cette industrie pharmaceutique en Guyane de venir le faire, tout en collaborant à casser les brevets sur les maladies graves comme le paludisme, la dengue et le VIH. Paulin Brunet, voilà un exemple concret. Qu'en pensez-vous ? Je le regarde et je me mets à rêver, parce que ce qui est extraordinaire lorsqu'on peut rêver encore à ce niveau de réflexion, qui est bien. Mais je dirais, vous savez, en Guyane, lorsque les gens s'invitent, ils ne paient pas. Vous parlez de les Brésiliens avec Petrobras, mais ils se sont invités pour l'or, ils nous prennent l'or sans payer. Vous parlez des Brésiliens, ils prennent nos poissons, ils pêchent sans payer et en laissant des dégâts. Ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Donc on va quand même pas, non seulement ils nous piquent notre poisson, on va quand même pas leur demander, s'il vous plaît, venez encore dans notre pétrole, alors que nous avons Total, la 3e compagnie mondiale au niveau des carburants. Donc sur ce point, il faut rester réaliste. Et lorsqu'on parle des autres capitaux, le pont au-dessus à Paramaribo a été construit par une société étrangère. De l'OIAPOC, vous voulez dire ? Non, je parle de Paramaribo. Ah, le pont, oui. D'accord, à Paramaribo. Ça a été construit par une société étrangère. Vous savez combien de Surinamiens ont travaillé là-bas ? Pas beaucoup. Parce qu'ils sont venus de la route aussi. Hein, ils sont venus avec leur personnel. On peut parler de la route Albina. Albina, ils sont venus avec leur personnel et tout. Lorsque les Chinois font un investissement quelque part, ils viennent avec leur avion, leur personnel qui dorment, ils fabriquent leur truc, et puis après c'est tout. Et le pont est construit. Donc il faut quand même pas rêver. Alors, votre modèle dont vous parlez, encore une fois, il est très bien. Sur le plan de l'idéal, je suis content que vous parliez comme ça, parce que je préfère entendre parler un jeune qui croit, qui espère, plutôt que d'entendre des jeunes qui tombent dans un désespoir total. Donc, votre propos... Mais vous taquinez quand même un peu en disant ça à chaque fois. Non, mais parce que ça me rajeunit. Bon, mais alors, pour revenir au discours de François Hollande, que je trouvais, encore une fois, il n'a rien promis. Donc, c'est pour ça que je suis étonné de voir que, quand même, j'ai l'impression que vous trouvez que ça a été un bon discours, qu'il n'ait rien promis ou pas. Mais il ne pouvait pas dire, même si je suis réputé être dans l'opposition, je ne vais pas tomber dans la démagogie, il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il dit maintenant
compte tenu des positions prises. M. Lurel a fait de la lutte contre la vie chère son dada, son bébé. Bon, on a bien vu les limites un petit peu de son action, mais quand même, il a eu le mérite d'avoir essayé de faire en sorte que les prix soient un peu... Mais alors, pour faire en sorte que les prix soient plus bas, il aurait fallu qu'il colle les départements d'outre-mer à la France métropolitaine pour qu'il n'y ait pas de frais de transport. Il aurait fallu qu'il s'arrange pour qu'il n'y ait pas l'octroi de mer qui est quand même pénalisant pour les entreprises en Guyane, et tout à l'avenant. Donc, il s'est livré à la bataille contre la hausse des prix. On ne perd pas d'avance les batailles qu'on n'a pas menées. Eh bien, donnons acte à M. Lurel d'une bataille qu'il a menée, mais au niveau des résultats, c'est déjà autre chose. Très bien. Autre chose, rien à voir avec l'économie. Oui. Si je Très pouvais court, rebondir. J'aurais une dernière question. C'est regrettable, avec tout le respect que je vous dois, de confondre des individus qui prennent leurs responsabilités pour faire de l'orpaillage illégal et l'État brésilien et des institutions de l'État brésilien. Parce que, en tant que Guyanais, en tant que voisin du Brésil, je pense que le Brésil peut beaucoup nous apporter. Parce que la réalité là, du pétrole exploité par des compagnies étrangères, et nous allons sortir un fascicule qui sera largement distribué dans la population guyanaise, et nous défions d'ores et déjà tous les experts du monde entier de nous montrer que nos calculs sont faux. La Guyane, la région Guyane ne va toucher pas plus de 2 euros sur 100 euros générés par le pétrole guyanais. Et c'est ça la réalité. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas se considérer comme des êtres humains pouvant se respecter. Et on ne peut pas nous dire que la seule solution, c'est de travailler avec des compagnies qui ont un total mépris pour notre population. Alors là-dessus, j'aurais voulu entendre Paulin Brunier avant de passer à la dernière question, c'est important. Laquelle ? Ce qu'il vient de dire, notamment sur le fait de savoir exactement combien la Guyane pourrait gagner éventuellement sur le pétrole qu'il y aurait ou pas. Ça, c'est un autre débat. On va y revenir. C'est sûr. Sur le peu de taxes que la Guyane gagnerait sur le pétrole. Mais ça, c'est un faux débat. Dites-nous. Les taxes proprement dites dont il parle, qui sont les taxes régionales, ne sont qu'une infime partie concernant un système économique beaucoup plus global. Lorsqu'une compagnie s'installe, il n'y a pas que les taxes. Il y a également l'octroi de mer qu'on va percevoir, parce que pour les plateformes et autres, il y a de la marchandise qui va arriver, on aura des taxes dessus. L'État va percevoir des taxes. Et vous avez tort d'opposer l'État aux collectivités locales. À l'heure actuelle, le budget de la Guyane est déficitaire. C'est-à-dire la France nous donne plus qu'on ne produit. On est d'accord ? Bon, si demain on est en mesure de dire à la France, attention, avec le fric que vous touchez du pétrole, on considère que nous sommes quittes. C'est ça le vrai débat. C'est pas savoir si on touche 1 ou 2 euros par litre de pétrole, c'est pas là. Il faut voir le problème dans sa globalité. Et c'est ce que nous avons vu notamment pour l'affaire du spatial. Certains ont voulu se battre pour 2 ou 3% d'octroi de mer concernant le spatial. Il y a eu à l'époque, je rends hommage à Elie Castor et les autres, on en a discuté de façon globale de l'aide. Et ça a permis, dans le cadre du plan État-Région-CNES, de verser des sommes qui sont infiniment plus importantes que si on avait dit « donnez-nous, 150 000 euros par satellite et autres ». Donc il faut raisonner de façon globale et ne pas voir seulement le problème. Alors, concernant maintenant, juste pour le Brésil, on a beaucoup de respect pour un voisin, notre voisin brésilien, pour l'État brésilien, le gouvernement. Mais force est de constater que pour l'instant, sur notre territoire, nous sommes meurtris par une attitude de Garine Péros qui nous pique quand même à peu près 5 tonnes d'or par an, qui laisse le pays dans un état désastreux, qui empoisonne nos rivières et tout à l'avenant. Il y a quand même un véritable problème dont vous devez aussi vous occuper. Parce que c'est une meurtrissure pour notre pays. Et je reprends le propos du président Horthe, qui est président des orpailleurs, qui disait justement, Gauthier, qui disait que nous sommes dans une situation de hold-up en bande organisée concernant la Guyane. Ce qui est vrai. Et Gérard Clairvaux, vous n'allez pas rebondir là-dessus, parce que je voudrais votre avis sur un contexte hors économique, hors politique. Ils en ont parlé également sur les attaques de Christiane Taubira, 2 poids, 2 mesures. On attaque, 10 jours pour réagir. L'attaque sur Dieudonné, réaction immédiate. Votre avis là-dessus, Gérard Clairvaux?
Donc, comme vous le savez, nous avons participé au comité Dignité et Respect pour réagir à ces attaques qui avaient pour objet et cible Christiane Taubira, mais qui touchaient toute la population guyanaise. Donc, nous avons profité de poser le problème, pour poser le problème de qu'est-ce qu'on veut pour notre pays et comment l'État français se positionne par rapport à la reconnaissance des populations autochtones. Et M. Antoinette avait posé une question et le ministère des Affaires étrangères lui a répondu que, étant donné que le peuple français est un et indivisible, qu'il ne pouvait pas signer la Convention 169 de l'OIT. Donc, du coup, la France, par rapport à tout ce qui concerne la biodiversité, n'est pas en bonne position puisque les retombées, le partage des ressources génétiques sont liés justement à l'application de cette Convention 169. Donc quand le parc nous explique qu'ils prennent le consentement des populations autochtones, ça nous fait à moitié sourire. Après, il y a aussi l'article 30 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, l'article 27 du Pacte international des droits civils et politiques, qui nous ramène toujours à la même chose, le droit à pouvoir être éduqué dans sa culture, sa langue, sa religion. Et donc l'État français est en situation illégale vis-à-vis du droit international puisqu'il a ratifié ces conventions, mais il a mis en réserve ces articles en particulier. Donc comment arrêter le phénomène du racisme, du complexe de supériorité de certains individus par rapport à d'autres, si on ne reconnaît pas l'humanité dans sa diversité. Et ça pose la question de l'accès au foncier, de l'accès à l'emploi. Je comprends jusqu'où vous voulez aller, mais n'allez pas jusque-là, mais je comprends très bien Paulin Brunet sur cette question. Réaction immédiate pour Dieudonné, lorsqu'il notamment tient un certain discours, Christiane Taubira en l'attaque, 10 jours à peu près pour réagir. Qu'en pensez-vous? Je crois que dans cette affaire-là, il y a tout un mélange, tout un amalgame entre des phénomènes de création, de récupération et des phénomènes de victimisation, qui sont des phénomènes très dangereux. Je ne vois rien maintenant qui, au niveau de la France continentale, peut montrer de façon très claire la montée de racisme plus que ça ne l'était avant. Vous avez un journal, Minute, qui est un torchon parmi les 1500 journaux qui sortent, qui a sorti un article complètement passé inaperçu. On en a fait la une. Concernant Dieudonné, pareil, son spectacle, ça fait 4 mois qu'il ce spectacle à Paris. Et puis tout à coup, on sort. Donc je me méfie beaucoup et je trouve dangereux que les autorités politiques, de temps en temps, utilisent 2 ou 3 choses pour pouvoir ériger ça en problème général. Et ce qui est dangereux, c'est que ça réveille un certain nombre de consciences endormies, et ça les réveille et ça crée des phénomènes de boomerang. Donc je dis, quand on fait ça, il faut faire extrêmement attention. D'autre part, on est en train de faire le lit, indirectement, de certains partis qui se nourrissent un petit peu de cette montée-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire monter le Front National qui, dit-on, va peut-être monter au détriment de partis de droite? Je n'en sais rien. Donc j'avais dit hors politique, mais peut-être que... Mais, il y a un certain nombre de faits qui relèvent d'une manipulation politique que je trouve, cette fois-ci, extrêmement regrettable. Christiane Taubira est en France, a une activité, et je ne pense pas aujourd'hui qu'elle est plus maltraitée qu'elle ne l'était avant ou qu'elle était dans d'autres secteurs. Moi, j'ai connu, à l'époque, à l'Assemblée nationale, où lorsque les députés noirs arrivaient à l'Assemblée, notamment pour voter des choses qui ne faisaient pas plaisir, on disait « Ah, voilà la marée noire qui arrive ». D'accord? Et c'était là, à l'Assemblée nationale, dans l'enceinte même de la République. Alors que ceux
entre parenthèses, sur les bancs de gauche. Alors que ceux aujourd'hui qui essaient d'utiliser un certain nombre de choses pour pouvoir favoriser d'autres partis politiques le fassent, ok, mais je dis qu'il y a quand même un danger. Très bien, en tout cas, merci messieurs d'avoir répondu à toutes nos questions, notamment sur l'analyse du discours des vœux du président de la République qui s'est adressé donc à l'Outre-mer. C'était cet après-midi. Paulin Brunet, Gérard Clairvaux, merci d'avoir participé à cette émission. La réalisation était signée Joanne Manus, en production Jessica Barker, le son signé Valence Collins. Julie Lescaut, écran signé IT Music à suivre sur ATG. Et sans plus tarder, voici le journal de TF1. À demain.